Salut à tous, petite vidéo, enfin petite, on verra bien, en cette période de confinement, la quatrième. Comme d'hab, je vais parler un peu de mon aspect un petit peu personnel, et puis après je reviendrai sur des choses plus de l'ordre de l'information. Je vais essayer de pas trop m'apesantir sur la partie personnelle, même si ça me permet indirectement de donner des nouvelles à mes proches, aussi bien les personnes de mon cercle d'amis plus ou moins éloignées géographiquement, que de ma famille qui, elle, pour le coup, est assez éloignée géographiquement, puisqu'elle est à 11 000 km. Donc, sur cette partie-là, je vous dirais que, comme vous voyez, ça va plutôt au niveau santé, le chat aussi, et puis je suis toujours en télétravail, ce jusqu'au 2 juin, et puis on verra par la suite, et que l'activité est toujours un peu du même ordre, et que en parallèle, je m'occupe à mes heures perdues avec beaucoup de dessins en ce moment, un peu moins de guitare qu'il y a encore quelques semaines, et puis pas mal de visionnage de vidéos sur YouTube ainsi que sur Twitch, sur lequel je suis un certain nombre de, de vidéastes. Donc voilà un petit peu pour la partie perso qui peut paraître un peu expéditive, mais bon, j'ai pas forcément plus de choses à dire que ça. À la rigueur, je peux éventuellement faire des liens entre mon cadre potentiellement personnel, en tout cas perso-pro, et l'actualité. Et il y a quelque chose qu'on a entendu il y a quelques jours qui pourrait potentiellement me concerner si à un moment j'étais amené à retourner au bureau. C'est la question euh, des 4 mètres à respecter autour de nous quand on est amené à retourner travailler en entreprise. Alors, c'est une directive du ministère du Travail, il y a eu un rapport qui a été publié, et puis forcément, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, a communiqué sur ces questions-là. Alors, attention à ne pas faire l'erreur qu'elle a justement faite, parce que il ne suffit pas de se dire j'ai telle surface avec tant d'employés, 4 mètres, je divise le nombre d'employés par 4 et c'est bon, j'ai mon ratio. Imaginons j'ai une surface sur laquelle habituellement j'ai 100 employés, ça ne veut pas dire qu'on va en mettre 25. C'est un peu plus complexe que ça. Ça nécessite effectivement de prendre en compte ce qui est de l'ordre de la surface exploitable et de la surface inexploitable. La surface inexploitable, en l'occurrence, c'est tout ce qui est occupé par le mobilier. C'est tous les espaces de circulation, de transition, et ainsi que les salles de réunion. Donc quand on enlève tous ces espaces morts, entre guillemets, eh bien on a notre espace effectif, notre surface effective, qu'on peut là pour le coup diviser par 4 pour pouvoir estimer à peu près combien d'employés on pourra accueillir sur le lieu de travail. Alors, il faut savoir que, je ne vais pas vous refaire le calcul en entier, mais d'après le rapport du ministère qui prend un exemple, sur une surface d'environ 700 mètres carrés, il serait envisageable, visiblement, de pouvoir faire intervenir à peu près 33 salariés. C'est un peu ce que dit le rapport. En quoi ça peut me concerner, c'est que si j'étais amené à retourner au bureau, chez nous on a des bureaux qui sont pas forcément très grands, qu'on occupe en général à deux. Il y a des bureaux où ils sont quatre, mais en général c'est des bureaux de deux, qui sont suffisants en période classique, mais qui, dans une période comme celle qu'on nous présente actuellement, avec ces mesures qu'on essaie de nous faire respecter, peuvent être problématiques. Moi, je suis pas convaincu que ces 4 mètres-là, on les ait bien dans mon bureau, ni même que tout est applicable dans le bâtiment qu'on occupe. Il y a des problématiques qui peuvent par exemple se poser concernant la salle de restauration du midi. On a 30 places pour 80 personnes. Alors effectivement, quand on est amené à être tous du même service, on peut échanger, on peut s'organiser, on peut faire des roulements,
Il y a toujours aussi des gens qui vont éventuellement déjeuner à l'extérieur. Mais quand on est dans un bâtiment où il y a une mutualisation de services, c'est un peu plus compliqué. Les gens se croisent pas forcément tous, et ceux qui se croisent, même s'il y a une politesse, une cordialité, etc., euh, ils ont pas forcément, ils se connaissent pas forcément plus que ça. Et c'est pas forcément cette période qui impose une distanciation qu'on appelle sociale ou individuelle, hein, selon le cas, euh, où je pense qu'on va être le plus amené à échanger sur des questions d'organisation et déroulement pour la pause déjeuner. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut se poser comme question. Autre question qui pourrait éventuellement se poser si j'ai été amené à retourner au bureau, alors, il y a bien entendu la question des mesures sanitaires qui seraient mises en place par l'université, mais ils sont déjà en train d'y réfléchir en ce moment. C'est aussi la raison pour laquelle on ne reprendra pas de toute façon avant le 2 juin. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est la question du temps de trajet, à la fois pour aller au boulot et pour en revenir. Euh, Moi, je ne me suis pas forcément replongé dans mes anciens cours RH et en particulier dans mes cours de droit individuel, donc tout ce qui concerne la relation purement employeur-salarié. Mais il me semble, ne serait-ce que parce que l'an dernier encore, quand je travaillais au service financier, on était amené à faire des ordres de mission pour gérer les déplacements des gens, que les gens sont couverts, d'un point de vue des accidents du travail, de la santé, etc., sur des trajets qui impliquent le déplacement du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au domicile, avec les conditions que ça impose, hein, résidence principale, bien entendu, pas maison de vacances quand on parle de domicile, et puis établissement aussi principal quand on parle de lieu de travail. Moi, pourquoi je pense à ça, c'est que on peut se demander jusqu'à quel point euh, aujourd'hui il ne pourrait pas être envisagé que les masques sur le plan de transport soient aussi pris en charge par l'employeur. Puisque dès l'instant où le salarié est couvert pour des raisons d'accident professionnel potentiel, euh, quitte à se prémunir, puisqu'on ne pourra pas prouver et dire où effectivement on a contracté le corona si on l'a contracté, autant s'en prémunir et se mettre dans la situation de ne pas être attaqué par un potentiel salarié en disant moi en tant qu'employeur, j'ai donné les moyens à mes salariés d'assurer au maximum leur sécurité aussi sur le temps de trajet, dans la limite des moyens que j'ai. Donc de répondre à l'exigence de moyens et pas forcément à l'exigence de résultats. Mais aujourd'hui, il me semble que il est encore à la charge des employés de se fournir en masque pour se déplacer sur leur lieu de travail, ce qui pose quand même question, parce que on va devoir, pour certains, assurer la charge de la pandémie, la charge à divers niveaux, hein, selon les personnes. Pour certains, ça va être la charge psychologique qu'aura fait peser sur eux le confinement. Pour d'autres, la charge émotionnelle qui est relative peut-être à la perte d'un proche. La charge au sens sanitaire, mais au sens de leur propre santé qui a pu être affectée, pour ceux qui ont été contaminés, même s'ils s'en sont remis. Déjà potentiellement une charge économico-professionnelle pour tous les gens qui ont vu leur activité mise en suspens et qui n'ont pas pu avoir de salaire, ou parce qu'il y a des cas, hein, le chômage technique, ça n'a pas été malheureusement quelque chose qui a pu fonctionner pour tout le monde. Je pense au cas de certains intérimaires ou de certains CDD. Ça peut aussi concerner effectivement des baisses de revenus importantes qui a mis des gens en difficulté. Donc il y a déjà une charge qu'a fait peser
le virus en lui-même sur les gens. Là, le fait de faire peser la charge de la solution, et je mets des gros guillemets, hein, parce que la solution, elle est que partielle. Déjà, elle est complémentaire de la distanciation sociale ou individuelle, mais elle est que limitée à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'en l'absence de traitement ou de vaccin, c'est le masque. Donc voilà, c'est des petites choses qui pourraient potentiellement déjà, moi, à mon niveau, me concerner et qui portent peut-être interrogation, sur lesquelles on peut réfléchir un minimum. Mais il y a des choses un peu plus générales sur lesquelles j'avais envie de revenir. Alors je regarde combien de minutes, depuis combien de minutes je parle. Une dizaine visiblement, bon ça va. On est sur un temps relativement raisonnable, donc je vais continuer sur des points que j'ai relevés, que j'ai classés en de 3 ordres. Je me suis fait des notes, des points qui touchent plus à tout ce qui a trait au langage en général, des choses qui sont plus liées, je dirais, à l'économie, et puis enfin des choses qui sont plus liées au système d'information en général. Donc concernant ce qui a trait au langage, il y a une communication d'Olivier Véran qui a eu lieu devant les parlementaires il y a quelque temps. Donc Olivier Véran, je rappelle, ministre de la Santé, enfin, plus précisément ministre des Solidarités et de la Santé, qui s'est exprimé sur ce qu'allait être mis en place pour identifier des personnes potentiellement porteurs du coronavirus, de façon à identifier leur entourage, à prévenir leur entourage, éventuellement à faire en sorte qu'ils soient suivis et soignés s'ils avaient été amenés à être contaminés. Toutes ces mesures, elles s'inscrivent dans la constitution d'un fichier qui n'est pas la fameuse application dont on avait entendu parler, alors qui arrivera peut-être, hein, mais qui aujourd'hui est un peu en stand-by pour des questions de problèmes de relations entre l'État français et les GAFA, mais je vous laisserai vous informer là-dessus. Mais un fichier qui va permettre de répertorier les gens par rapport à ça. Bon. Très bien, ou pas, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est le nom qu'on allait donner à ces gens qui allaient effectuer cette tâche-là. Alors des gens qui visiblement appartiendraient quand même au corps médical, pour la plupart, ou au service de l'assurance maladie, mais qu'on avait d'abord nommé brigade, qui était peut-être un peu martial comme terme, et qui a été accompagné d'un complément, justement par Olivier Véran, de sorte qu'on s'est mis à parler de brigade d'anges gardiens. Alors moi je trouve que le terme prête à sourire. Si on extrapole, on peut se demander si cette brigade va pas avoir pour commandant Mimi Mati dans son rôle de Joséphine. Mais au-delà de ça, encore une fois, ça décale encore le sens des choses, puisque autant je pouvais être dubitatif sur le fait d'avoir recours à un lexical un peu guerrier en début de confinement dans la bouche du président de la République, autant là, de la même façon, moi, ange gardien, ça me fait penser à du mystico-religieux, donc je peux être un peu dubitatif aussi par rapport à ça. Alors, quelle en est la raison? J'en ai aucune idée, si ce n'est peut-être qu'à défaut d'avoir un terme adapté, on a cherché à jouer de l'art de l'euphémisme, on va dire, et puis on n'a rien trouvé de mieux que de présenter ce terme de brigade d'ange gardien. C'est peut-être justement par manque d'idées. Mais je la trouve pas particulièrement sensationnelle, je ne vous le cache pas. Au-delà de ça, j'ai relevé aussi
un certain nombre, alors là il y a plusieurs choses, d'interventions d'Emmanuel Macron qui prêtent à confusion aussi en termes de langage. Récemment, dans le cadre d'une intervention auprès des restaurateurs ainsi que je dirais, du milieu du tourisme en général, Emmanuel Macron cherche à rassurer et fait état du fait que malheureusement la situation est telle qu'elle est, en tout cas pour ces secteurs d'activité-là, parce que le coronavirus n'aime pas la convivialité à la française. Je tiens à noter que c'est une réitération d'un propos qu'il avait plus ou moins déjà eu, quand il nous avait expliqué qu'il fallait assurer ce confinement parce que le coronavirus n'aimait pas notre mode de vie à la française. Donc de la même façon que j'étais un peu gêné quand on attribuait une sorte de conscience, de volonté propre et du coup des velléités à un organisme de type viral qui en soi n'a qu'un principe fonctionnel qui vise à se répandre, se diffuser dans une population le plus possible, afin de se reproduire le plus possible et d'assurer sa survie. J'avais un peu de mal avec tous les aspects quasiment anthropomorphiques, ou anthropo-psychologiques qu'on pouvait attribuer au virus. Et bien là, on réitère les choses, hein, aussi bien en disant qu'il n'aime pas le mode de vie à la française que la convivialité à la française, on lui prête cet attribut-là d'avoir des goûts, par exemple, d'avoir un avis sur un certain type de culture, sur un certain type de relations sociales, etc., etc. Ça me semble un petit peu déplacé et je vois pas en quoi ça éclaire le discours d'avoir recours à ces substituts linguistiques. Donc ça, je voulais le noter parce que ça revient souvent. Et puis, si on pousse les choses jusqu'à l'extrême, et je vais le faire volontairement parce que ça montre en quoi c'est un petit peu bête d'avoir ce genre de propos. Parce que si on pousse à l'extrême, par exemple, demain, imaginons que le milieu des bars et de la nuit, par exemple, s'offusque que leurs établissements soient toujours fermés. Qu'est-ce que va leur répondre Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va leur dire, écoutez, messieurs, dames, moi en tant que président, je comprends bien votre position, mais je dois vous annoncer que si vos établissements sont fermés, c'est parce que le coronavirus n'aime pas la bière? Ce qui serait paradoxal pour un virus qui s'appelle Corona. Mais bon, j'ose le trait d'humour, mais vous auriez bien compris que c'est un discours qui rend les choses ubuesques et qui n'apporte rien en termes de sens. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point par rapport à ce qu'avait pu être dit par Emmanuel Macron. Alors au-delà de ça, on l'a vu beaucoup dans les infos ces derniers jours, il était très actif dans une volonté d'être pédagogue et rassurant auprès d'un certain nombre de publics, mais il y en a un qui m'a un peu plus marqué que les autres, c'est les enfants qu'il a été voir donc dans l'école Ronsard de Poissy, qui est une école élémentaire en zone prioritaire. Très rapidement, pourquoi cette école? On sait que le maire de la ville en question a des orientations plus ou moins La République en marche, et puis le fait de se positionner sur une zone prioritaire, c'était peut-être un effet de communication, de façon à dire implicitement, si on peut y arriver dans ces zones-là qui sont considérées comme difficiles, on va y arriver ailleurs. Probablement. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Autre chose, on s'est beaucoup dans les médias intéressé à l'attitude du président et peut-être à son manque d'exemplarité quant aux
respect des gestes barrières, donc sur le fait qu'il avait beaucoup manipulé son masque. Je pense que ça témoigne juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, porter un masque, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, c'est pas quelque chose dont on va prendre l'habitude du jour au lendemain, et que ça pose encore quelques contraintes, et que justement, lui, comme n'importe qui, on y est soumis, et on va y être soumis prochainement. Je suis pas sûr qu'il était nécessaire de lui faire un si grand procès, même si c'est la figure d'autorité, sur cet aspect-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus marqué dans cette intervention, c'est que en se voulant rassurant, il a échangé beaucoup avec les élèves qui, en dépit de leur jeune âge, ont été très factuels, très pertinents dans leurs interventions, avec leurs mots d'enfant bien évidemment, mais très concrets. Et je pense que ça, il s'y attendait pas. Je pense que sa communication avait été établie un peu sur la même base que celle qui diffuse aux adultes actuellement. Et étant donné qu'il a ce côté un peu pédagogue qui est parfois perçu par certains comme une forme d'infantilisation, je pense qu'il n'a pas pris plus de recul que ça par rapport à son public, qui là pour le coup était des enfants, et qui a dû se dire, lui comme son service de communication, ça va aller, c'est des enfants, voilà, l'infantile, on essaie de le gérer un peu entre guillemets avec les adultes, là c'est des enfants, ça va être naturel. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, ça a posé problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans le cadre d'une question précise qui consistait à demander un petit peu aux enfants comment ils vivaient la situation, leurs craintes, etc., il y a une question qui est sortie de la part du président qui consistait à demander et vous, le coronavirus, est-ce qu'il y a des gens de votre entourage? Et il y a un enfant qui a répondu oui, un chauffeur de bus qui a eu le coronavirus. Probablement un chauffeur de bus scolaire. Et Emmanuel Macron, euh, peut-être dans ce côté un peu ça va aller mieux, etc., a répondu ah, bah, ça va mieux maintenant. Et il a posé une question à l'enfant plutôt que d'apporter une réponse finalement. Et c'est là que ça a bloqué. C'est-à-dire que l'enfant, dans une attitude très directe, très factuelle, lui a répondu bah non, il est mort. Et ça a mis un froid. Donc, de ce cafouillage issu de la question qui n'aurait peut-être pas dû être posée, s'est enchaîné un bafouillage en guise de réponse qui consistait à dire ah bah oui c'est vrai, enfin, ça arrive, etc., etc. Très mal à l'aise, et l'information a coupé. Alors qu'on était quand même sur une chaîne d'information qui avait décidé de donner priorité au direct. Quand le direct a repris, à peu près 1 minute et demie, 2 minutes plus tard, on était dans une autre classe avec Jean-Michel Blanquer, qui était présent aussi, et qui posait lui-même d'autres questions à d'autres élèves. Cette coupure était-elle prévue? Je ne pense pas, mais compte tenu de la situation peut-être un peu embarrassante, elle a été mise en place très rapidement pour éviter de montrer cet embarras, je pense. Donc, la communication, le langage n'était pas particulièrement, je pense, maîtrisé dans cette séquence, et il est probable qu'on ait peut-être, aussi bien le président que son agence de communication, présumé d'un certain infantilisme qui pourrait être conçu comme quelque chose de normal et propre à l'enfance, alors que les enfants sont parfois un peu plus pertinents et vont parfois beaucoup plus à l'essentiel que les adultes. Euh, Ça nous alerte encore une fois que les enseignants sont des enseignants non pas seulement pour être des gens qu'on met devant des enfants, un peu comme on mettrait une télé, mais des gens qui ont des vraies compétences.
pour la pédagogie, bien entendu, mais pour l'écoute, la gestion de la parole des enfants et la gestion, je dirais, des questions de l'ordre de la psychologie de l'enfant. Ce que, visiblement, n'avait pas perçu Emmanuel Macron, et qui l'ont amené à s'engager sur un terrain qui n'était pas le sien, à avoir peut-être un peu l'audace de mettre le costume et d'endosser les fonctions d'un enseignant alors qu'il ne l'est pas, et a fortiori de manquer de compétences pour s'adresser comme il l'aurait fallu à un enfant. Donc voilà moi ce que j'ai pu relever concernant Emmanuel Macron. Je parlais de Jean-Michel Blanquer. Alors sur cette séquence, rien de particulier à dire le concernant. Je reviendrai sur lui concernant des aspects un peu plus liés à l'économie, même si il est bien le ministre de l'Éducation nationale. Je me permets d'intervenir sur un autre point de langage, c'est cette nouvelle orientation du discours qui consiste aujourd'hui à ne plus, voire de moins en moins utiliser le terme distanciation sociale au profit de distanciation individuelle. Bon. Je pense qu'il y a une raison principale et factuelle aujourd'hui qui pousse à ce changement de terminologie. Pour moi, c'est une réflexion que j'ai eue, cela repose sur la justification de la reprise de l'emploi. Pourquoi ? Aujourd'hui, on demande aux gens de retourner travailler. Donc de retourner, pour tous ceux qui ne sont pas en télétravail, sur leur lieu de travail. Or, on sait que dans une structure d'emploi, on a un minimum d'échanges avec nos responsables, avec nos collègues, etc., etc. On met en place des projets qui nous mènent à avoir des interactions sociales, etc., etc. Or, comment renvoyer des gens dans un cadre qui nécessite au quotidien des interactions et des relations sociales, quand dans un même temps, nous nous sommes entretenus à garder une distance sociale, compte tenu du contexte sanitaire, certes, mais le discours est plus ou moins contradictoire. Donc je pense que le fait de disparaître le terme social accolé à celui de distanciation, c'est principalement pour ça. Et que, vu qu'il fallait bien trouver quelque chose à mettre à la place, on a préféré parler de distance individuelle. Même si ça ne change rien, le fait que ça va être très compliqué, au vu des mesures qu'on attend, d'avoir le même lien social qu'avant. Et que, effectivement, par la force des choses, il est probable que ça crée une certaine forme d'individualité et peut-être même des individualismes. Alors, est-ce que fondamentalement c'est si grave que ça ? À l'heure actuelle, et sans vouloir se monter la tête en envisageant des méfaits ou des intentions qui pourraient se cacher derrière les propos du gouvernement, je ne pense pas forcément qu'il faille encore une fois tomber dans des idées complotistes. On peut juste, sur la terminologie elle-même et en la prolongeant, en réfléchissant un peu au-delà du cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, se dire que, effectivement, à plus ou moins long terme, à plus ou moins haut niveau, cette différenciation, ce changement étymologique peut avoir un impact. Pourquoi ?
Déjà parce qu'un individu, c'est quelque chose de bien particulier. Un individu, comme le mot l'indique, il y a deux parties, hein. Il y a le préfixe in, la particule in, et puis il y a l'autre partie du mot, le dividu, dividuel, etc., etc. Ça a la même racine que le mot indivisible. Et on se rend bien compte que ce in, c'est un privatif. Ça veut dire ce qui ne peut pas être divisé. Donc l'individu, c'est ça. C'est quasiment, en physique, ce qu'on pourrait considérer comme l'atome. Alors finalement, à quoi on peut attribuer le terme d'individu? On peut l'attribuer à beaucoup de choses. C'est pas propre à un être vivant, ni même à l'être humain. Même si nous en sommes des représentations, pour autant, un être vivant végétal, par exemple, est un individu. Un arbre, un pommier, par exemple, et un pommier numéro 2 sont deux pommiers bien distincts. Donc ils ont une individualité. Chacun est composé d'une quantité de matière qui lui est propre, avec un agencement qui lui est propre. Changer cet agencement de l'un ou de l'autre, ou la quantité de matière, et même la nature de la matière de l'un ou de l'autre, vous aurez un individu différent. Donc, l'individualité, c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi bien à la vie du végétal, de l'animal, l'être humain faisant partie aussi du règne animal à l'être humain, mais à un simple objet. Je veux dire, ces deux allumettes sont constituées de bois l'une et l'autre, et puis voilà, d'un petit bout rouge au bout. Pour autant, ce sont bien deux allumettes bien distinctes, donc elles ont chacune une individualité. Donc penser les relations individuelles, ça peut se résumer à penser la relation entre ces deux allumettes. Et effectivement, remettre en question cette relation-là, ça n'a pas forcément matière à polémiquer énormément. Maintenant, remettre en question la relation sociale, c'est un peu plus compliqué. Parce que de la relation entre des individus peut naître des relations sociales. Ces relations sociales, c'est quoi? C'est la confrontation d'un individu avec tout son background, on va dire, toute sa propre relation à la société, donc au cadre sociétal, au cadre social, sa vie personnelle, qui est confronté au cadre d'un autre individu qui a lui-même sa propre relation à la société, ainsi qu'au cadre social, etc., etc. C'est une confrontation qui, si elle est mauvaise, peut être conflictuelle, donc c'est une relation conflictuelle, mais c'est une confrontation qui peut aussi s'accorder de façon à avoir une amitié, et après dans d'autres cadres, le cadre professionnel par exemple, des collaborations, etc., etc., de façon à monter des projets. Et puis de façon peut-être même parfois encore plus large, à développer ce qu'on appelle les philosophies d'entreprise. Par exemple. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les gens qui se regroupent pour monter une scope, par exemple. Bon. Tout ça, c'est quand même beaucoup plus fort d'un point de vue de la construction, puis d'un point de vue des enjeux qu'il y a derrière, que la simple relation individuelle, comme celle qu'on peut retrouver entre deux pommiers ou deux allumettes. Donc, rompre cette relation-là, de nature sociale, ça a beaucoup plus d'implications que rompre une simple relation individuelle, encore une fois. Donc, même si on n'en est pas là aujourd'hui, il faut bien avoir à l'esprit que maintenir une distance qui rompt ce type de relation sociale, c'est beaucoup plus grave qu'une
distanciation qui auront une relation simplement individuelle. Donc ça passe forcément mieux en disant qu'on rompt seulement le lien individuel. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux, parce que dès l'instant où on commence à rompre un lien qu'on fait passer pour individuel alors qu'il est social à la base, qu'est-ce qu'on fait? On individualise, on sépare, et on nous ramène à notre pure dimension objectale, on va dire, c'est-à-dire la quantité de matière qui nous compose et l'agencement qui met en forme cette matière. Alors, aussi bien notre corps visible que notre structure interne, hein, comment nos synapses communiquent les unes entre les autres, comment notre système neuronal est connecté, etc. etc. Ça, c'est une configuration, par exemple. Mais ça nous renvoie à quelque chose de très objectal, et ça, au-delà de faire disparaître déjà la relation entre des sujets, ça fait aussi potentiellement disparaître la notion de sujet elle-même. Alors bien entendu, c'est dans le cadre où on extrapole ça au-delà du cadre que nous vivons actuellement, mais je pense que c'était intéressant de refaire le point là-dessus, parce que faudrait pas que, sous couvert de ce changement de mot, on croit qu'il s'agit de la même chose, et que le lien qu'on casse, même si c'est probablement que provisoire, il est le même quand on parle de distanciation individuelle et de distanciation sociale. Ce sont bien deux choses différentes. Donc voilà un des points sur lesquels je voulais revenir en termes de langage. Compte tenu du fait qu'on est déjà à 37 minutes, je vous propose de faire tout simplement un cut pour aborder les autres aspects qui ont pu m'interpeller. Pour tous ceux qui suivront la partie suivante, je vous dis à tout de suite. Ceux qui éventuellement ne suivraient pas la partie qui va succéder, et d'ailleurs c'est un choix qui est totalement acceptable, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite d'ores et déjà, si vous reprenez le travail prochainement en entreprise, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, bien entendu, avec les mesures, je dirais, sanitaires nécessaires à votre bonne santé, à la préservation de votre santé à vous, mais aussi à celle de vos proches. Voilà, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Sur ce, soit à tout de suite, soit à une prochaine.